était un peu inconscients. On a déconné, on s'est réveillé, on s'est mis des tartes, on s'est dit: «Mais c'est pas ça, Rayman». Ça, je crois que j'en avais jamais parlé. Par contre, pour Murphy, je me rappelle, on avait fait des playtests et en fait, les testeurs, il y en a, ils jetaient le pad parce qu'ils ne le supportaient pas. Étonnamment, une mécanique centrale au jeu qui arrivait très tard, c'est littéralement les pouvoirs. Moi, je peux te poser une question aussi, j'ai le droit. Pourquoi t'as choisi Rayman 3? Ok, pause, faut que je vous parle vraiment. J'ai rencontré les développeurs derrière Rayman 3 et j'ai appris tellement de dingueries, moi qui pensais être incollable sur le jeu de mon enfance. J'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. J'espère que vous êtes prêts. Souvenez-vous, c'était en 2003, dans les rayons des Maxi Toys, des jouets club, il y avait cette boîte. Peut-être que comme moi, vous l'avez arrachée de son blister avant même d'arriver chez vous, que vous vous êtes jeté sur le manuel pour tuer le temps du trajet. Et cette jaquette, vous la connaissez par cœur. Elle vous est restée, elle est toujours là. Ma boîte à moi, c'était Rayman 3 Odlum Havoc. Un soir, je scrolle sur LinkedIn, oui, LinkedIn, le réseau des gens sérieux, et je tombe sur un post d'un certain Manuel Hauss. Il fête les 30 ans de Rayman et il dédie son post à des collègues qu'il a eu dans le passé, ceux avec qui il a bossé. Et je comprends rapidement son rôle: graphiste, illustrateur, animateur 3D, et dans ses références, il y avait la jaquette de Rayman 3 justement. L'homme qui a fait le rendu 3D de la jaquette, le dessin que j'ai tenu entre mes mains pendant toutes ces années, il était là, sur LinkedIn, à 2 clics de moi. Et je savais même pas son nom à ce moment-là, je l'ai découvert sur le tas avec ce post quoi. Il a aussi fait des covers pour Joystick Magazine, il y a plein d'autres références, vraiment j'ai halluciné quand j'ai vu son portfolio. Vous savez, quand on est petit, qu'on nous offre un jeu vidéo, on se pose pas 1 milliard de questions quoi, le jeu il est là, c'est tout. Mais avec le temps, on commence à repérer des similitudes, à remarquer des noms. Let's go! On voit passer des visages sur internet, comme dans ce post de Manuel Hauss. Ces gens, ils ont bercé mon enfance en écrivant l'histoire de Rayman et j'aimerais entendre la leur aujourd'hui. Alors ouais, j'ai tiré le fil et au bout de ce fil, j'ai trouvé une équipe formidable. Et 2 absents. Après un premier contact avec Manuel, j'ai pas pu obtenir d'interview, mais grâce à un coup de pouce inattendu, j'avais un autre contact. Céline Tellier, la directrice artistique de Rayman 3, celle qui a donné son identité visuelle au jeu. Elle travaille aujourd'hui dans son propre studio à Montpellier, qui s'appelle Wild Sheep Studio, et elle sort bientôt son propre jeu Adorable Adventure. Elle a accepté de me recevoir, alors j'ai pris la route. Bon bah écoutez, Céline m'invite dans son studio à Montpellier, je m'y attendais pas du tout, je pensais qu'on allait faire une petite convo quoi, un petit zoom quoi, ou je sais pas, un truc comme ça, mais du coup vous l'aurez compris, ça me hype de fou malade. Bah écoutez, on s'y dirige, c'est parti, on va à Montpellier. Montpellier aujourd'hui c'est une des plus grosses villes pour l'industrie du jeu vidéo, c'est un vrai cluster à studio, il y a beaucoup d'acteurs ici. Et franchement si je dois donner mon avis, je pense que c'est parce qu'il y a eu Rayman qu'il y a autant de studios aujourd'hui à Montpellier. En plus, c'était trop cool parce que j'ai pu voir ma copine Maureen qui tient la chaîne What the Fuck. Si vous connaissez pas, je vous invite à aller checker. Il m'a autorisé à filmer un petit peu son studio Wild Sheep, donc on va regarder ça ensemble. Bon, j'ai fait de mon mieux pour essayer de ne pas déranger les développeurs pendant qu'ils taffent parce qu'ils sont en train de finir le rush sur Adorable Adventure. Coucou! Les plans sont un peu bruts, c'était mes premières images avec ma nouvelle caméra, je m'excuse pour ça. Et en plus, j'ai pu tester en exclu un niveau d'Adorable Adventure. Oui, je flex. J'ai lu récemment l'histoire de Rayman, je sais pas si tu connais ce livre par Michael Garnet. Oui. Je suis étonnée que le livre ne te mentionne pas, je t'avoue. Il m'a pas contacté. J'étais étonnée quoi. Oui, parce que j'ai fait Rayman 2, Rayman 3, Rayman Et Tonic Trouble, Origins, tu parles de Tonic Tonic Trouble aussi. Trouble, Les Lapins Crétins, voilà. C'était sur Ouais. tous les main Ouais. projects de Rayman quoi. J'y étais. Je sais pas, c'est un oubli peut-être. J'ai pas d'explication. On va te dire la vérité aujourd'hui.
C'était trop marrant de rencontrer Céline parce que quand je l'ai vue au départ, je lui avais parlé de Tonic Trouble parce que j'ai connu Tonic Trouble quand j'étais petite. Bah, c'est le jeu qui était le pré-Rayman 2, c'était le jeu qui a permis à Ubisoft de se lancer sur un moteur 3D pour voir si ça allait pouvoir aboutir sur un Rayman 2 justement qui était en full 3D. Et ça m'a buté parce que je lui ai parlé du coup de Tonic Trouble pour lui dire ah mais du coup t'as travaillé sur Tonic Trouble aussi, mais c'est trop marrant parce que j'y jouais quand j'étais petite. Elle m'a dit un truc genre ah bon t'as joué à ça mais c'était nul Tonic Trouble. Et ça me tue parce que pour moi c'était cool, mais je comprends en tant que dev que tu sois pas spécialement fier de certains projets, mais dans sa tête c'était pas un projet de fou, elle s'est jamais dit qu'il y avait une gamine qui allait venir près de 30 ans plus tard lui dire oh lol j'y ai joué. Moi, je peux te poser une question Dis-moi. aussi, j'ai le droit. Oui bien sûr, Et pourquoi t'as choisi Rayman 3? c'est mon jeu préféré. C'est vrai? Ouais. Tu as joué quand t'étais petite, c'est Ouais. ça? Et, Ouais c'est le jeu qui m'a matrixé, qui m'a tombé amoureuse des jeux vidéo en fait. parce que c'est pas le plus célèbre de tous les jeux, mais Ouais mais il c'est ça a qui- son charme, il est Ouais. très très drôle, les gens adorent ce jeu. ouais, mais je pense que les gens, ils adorent ou ils accrochent pas à l'humour. Mais on avait une équipe quand même sur Rayman 3 qui était très originale, quoi. C'était quoi ton rôle exactement sur Rayman 2 puis sur Rayman 3 quand t'es passée directrice artistique? T'étais pas encore directrice artistique avant le 3. Oui. Sur Rayman 2, en fait, j'ai eu un rôle différent. D'abord, sur Tonic Trouble, je m'occupais de la modélisation des personnages, Ouais. modélisation et texture. C'est toi Voilà. qui as fait Tonic Trouble le personnage Non, j'ai pas fait Ed. Ok, Le- Ed, J'ai fait des personnages secondaires. ouais. Mais bon, j'étais jeune, hein, j'avais 20 ans, donc j'apprenais le métier. Donc j'apprenais la modélisation aussi, parce qu'il n'y avait pas d'école à l'époque. Ouais. C'était Ubisoft, mon école. Et puis je faisais beaucoup à la maison aussi pour apprendre par moi-même. Et puis j'avais le livre de 3D Studio, Ah qui était ouais. l'ancêtre de Max. Quand je suis passée sur Rayman 2, j'ai changé de boulot, je suis passée sur les environnements. J'ai fait du level art, j'ai fait des textures aussi, mais beaucoup de level art, du lighting, voilà, de la composition, de la mise en scène, travailler en binôme avec beaucoup de level designers. J'ai trouvé ça passionnant. Rayman 2, ça a été un super projet. Il était vraiment bien pensé, bien conçu. Il y avait une très grosse équipe, on faisait beaucoup de crunch par contre, mais c'était un projet génial en fait. C'était très fun, j'adorais y jouer. C'était passionnant en fait. Travailler Ouais. sur Rayman 2, c'était génial. J'avais touché à tout, j'étais motivée. Puis c'est vrai qu'on est allé à l'E3, le jeu a super bien marché. Ouais. Il a été très très bien reçu. Il y a même Spielberg, je me rappelle, qui était passé avec son fils sur le stand de l'E3. Il avait joué à Rayman 2, il avait dit c'est le plus beau jeu du salon, Waouh. c'est génial. Et après on m'a proposé le poste de directeur artistique. J'étais un peu jeune, mais j'étais vraiment emballée pour le faire et j'ai fait de mon mieux. Sur Rayman 3, c'était pas facile parce qu'on avait une autonomie. Avant, on travaillait avec Ubisoft Montpellier et sur Rayman 3, on était Est-ce en... que t'étais à Montreuil à ce moment-là? J'étais à Montreuil, ouais. Oui, Rayman 2 s'est fait en collab entre les studios, Montreuil et Montpellier. Et Rayman 3, en fait, eux, ils commençaient à travailler sur Beyond Good and Evil. Oui. Et nous, on a fait Rayman 3, voilà, comme des grands. C'était une super aventure. Je dis pas que c'était complètement fluide, mais Ouais. c'était très chouette. Quand on a fait Rayman 3, on a voulu prendre ce qui nous avait vraiment plu dans Rayman 2 et dans Rayman 1. Ok. C'est-à-dire que dans Rayman 2, on a repris l'esthétique, Ouais. la 3D, des environnements avec beaucoup de profondeur. Bon, là, Rayman 2, c'était les pirates et tout, donc on est parti sur d'autres environnements, mais vraiment aller pousser les environnements assez loin pour qu'il y ait une véritable immersion, de la découverte, du fun et un petit peu réaliste aussi. Voilà. Ouais. Enfin, prendre des références un peu réalistes. Et dans Rayman 1, on a repris le côté un peu loufoque, plus fantastique, Ouais. qu'on a injecté surtout dans la création des personnages, l'histoire, les dialogues et tout. Donc c'est une sorte de mix, ce Rayman 3, c'est ça. Alors on avait donc cette espèce de duo qui était extraordinaire, qui était donc David Ness, notre scénariste, et Stéphane Zinetti, qui était graphiste personnage, quoi, et qui faisait les dessins aussi. Et eux, ils pensaient, ils avaient comme tout le temps des idées loufoques comme ça, mais en profusion. Et aussi, sur Rayman 3, on nous a laissé tranquilles. Ah oui, d'accord. On a c'était- fait, ouais. on a fait un petit peu ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Donc c'était une sorte de liberté créative, à la fois pour les décors, l'environnement, les personnages, la création des personnages, c'était ça, quoi. C'est L'histoire des énorme. Knarren, le méchant qui s'appelle André, Oui. c'est vraiment... Il paraît qu'on pouvait même pas aller voir le poste de travail de Stanislas Metra lorsqu'il s'occupait du nouveau design de Rayman pour le 3. C'était quoi ta réaction quand t'as vu le nouveau look de Rayman? bah, moi, je travaillais avec Stanislas, voilà, on c'est travaillait faux, ensemble. ça. Ouais, non, C'est oui, faux, on je le on travaillait ensemble. Ok. Dans le livre, il disait que personne ne pouvait approcher son bureau, que c'était secret, quoi. Ah ouais,
J'ai pas. Fake news. Non, mais peut-être, mais j'ai pas ce souvenir. C'était cool de bosser avec Stanislas, ouais. Ah, Ouais. du coup, t'as un peu participé au design de Rayman Oui, on a travaillé ensemble. Mais Ouais. je pense que c'est lui qui a vraiment mis en place. C'est le coup Mais de la capuche à la place du foulard. ouais, c'est un côté un petit peu bad boy. Ouais. Ça faisait partie de Ouais. l'enveloppe, quoi. Le début du jeu, c'était vraiment agréable, hein. On faisait du brainstorming, quoi. Ça partait dans tous les sens, et puis après, on structurait un peu les choses, quoi. Mais période de brainstorming, il y a vraiment beaucoup de Ouais. bêtises qui sont sorties et des choses qu'on a gardées. Sur le plan technique, graphique, etc., on avait plus de connaissances. Ouais. Donc évidemment, on a pu profiter de tout ce qui a été fait sur Rayman 2 pour avoir un jeu qui est encore mieux. Ouais. Les consoles ayant évolué aussi, etc. Oui, c'est vrai. On avait un peu plus de moyens. On était beaucoup plus organisé pour les datas. Par contre, je pense que tout ce qui était lié au level design pur, parce que c'est quand même un platformer 3D avant tout, quoi. Ça a été vraiment mis à l'épreuve sur Rayman 2 et récupéré sur Rayman 3. Donc sur Rayman 3, il y a des nouveaux boss, il y a de nouvelles expériences, etc. Mais ça réutilise beaucoup du vocabulaire et des ingrédients de Rayman 2 quand même. Pendant que je faisais mes recherches sur Rayman 3, je suis tombée sur la démo de l'E3 2002 du jeu et j'ai creusé dans la mémoire de Céline parce que je me demandais si elle s'en rappelait. Il y avait plein de détails différents, en particulier les sound effects. Il y avait plein d'effets sonores qui venaient de Star Wars en fait. Enfin, c'était vachement drôle de voir ça. Il y avait même des combos, vous savez quand ça fait serial shooter, tout ça. Il y en avait un qui y est plus aujourd'hui. Bref, il y avait plein de petits détails comme ça et j'ai voulu voir un peu si elle s'en rappelait. Mais au final, je me rends compte que les devs de Rayman, ils suivent pas mal la communauté quand même parce qu'elle m'a lâché ça. Star Wars a quand même pas mal influencé une grosse partie Ah ouais. de Rayman 3, ouais, dans le, Ah, c'est marrant. ouais, dans les dialogues. Il y a des références. D'ailleurs, il y a un wiki Rayman où il y a quelqu'un qui a réussi à référencer, qui a mis C'est toutes incroyable. les références qu'il y avait dans tous les dialogues. C'est pas passé inaperçu. Parfois aussi, quand on veut présenter une idée à l'équipe, qu'on pense à quelque chose, on va utiliser un morceau de musique existant ou un graphique existant, n'importe quoi, Ouais. pour leur montrer où est-ce qu'on veut aller. Normalement, c'est pas censé sortir, hein. C'est Ouais, censé ouais. rester dans l'équipe. Et après, on va faire une création à partir de ça, mais ça sert, c'est souvent pratique d'utiliser ça. Ça nous aide aussi après quand on a besoin de briefer quelqu'un, un compositeur. Ou, Ouais. Est-ce que tu étais partie à l'E3 pour l'occasion? Est-ce que tu as un souvenir à partager? ouais, j'étais allée à l'E3 pour Rayman 2 et pour Rayman 3. Pour Rayman 2, il y avait Spielberg qui était passé. Ouais, Rayman 3, je me rappelle quand c'était fait voler notre cartouche le premier jour. Oh non! C'est horrible. Le jour de l'installation sur le stand. Et les cartouches Nintendo 64, je crois, ou je sais plus. Bref, c'était un cauchemar. Il a fallu appeler quelqu'un qui vienne en avion avec. Enfin, ça a été un gros stress. Et je me rappelle aussi qu'on avait fait une tente des Hoodlums Ah, génial! et elle avait été cousue avec Waouh! des tissus de récupération par des femmes dans une prison de femmes. Ah, waouh! Parce que les prisons, souvent, ils cherchent des jobs. Ouais, ouais, Et donc, la boîte qu'Ubisoft avait embauchée pour pouvoir faire la déco du stand ouais. avait choisi de donner ce job-là à des femmes prisonnières, quoi. L'anecdote Voilà. est folle. C'est incroyable. C'est hyper bien fait. Donc, C'est je la les photo imaginais, moi, quand j'étais à l'E3, dans ce stand, hein, tout ce brouhaha, là, Oui, oui. je regardais là, ce truc, il n'y avait vraiment rien à voir avec le reste, où c'était que des trucs technoïdes partout, et il y avait une toile de tente cousue avec des petits morceaux rapiécés comme dans le jeu, quoi, Ouais. avec des grosses coutures, et j'imaginais ces femmes, je sais pas ce qu'on leur avait expliqué de l'E3, du jeu, est-ce qu'elles avaient pu voir les Ils avaient aucune idée de vidéos. quoi c'était, hein. Ouais, Ah, c'est fou. j'aurais bien aimé savoir, mais j'avais pas réussi à avoir cette information. Et je sais pas où elle est cette tente maintenant, Ah, c'est vrai, on se demande où est-ce qu'elle qui est. était vraiment grande. Il y a des fans qui ont réussi à retrouver des trucs qui ont été retirés du jeu final, notamment le fait que Murphy devait rester plus longtemps, que Clark devait apparaître dans le jeu aussi. Ah oui, ouais. Les Hoodlums, ils pouvaient parler, certaines créatures ont été retirées, il y a des niveaux abandonnés. Est-ce que tu te rappelles de ces éléments? Bah, pas tout. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas eu le temps de finir. Ils nous avaient donné vraiment la date, je crois, du 3 mars 2003. Tu sais, Ah oui, d'accord. 3, un truc. Et donc, on avait ça en tête et il fallait vraiment tout finir, tout boucler pour cette date-là avec tous les portages. Donc, on n'a pas pu tout mettre. Par contre, pour Murphy, je me rappelle qu'on avait fait des playtests et en fait, Voilà, monsieur dame. Alors, comment ça va la saucisse? Le manuel a pas l'air terrible. Dépêche-toi. Le manuel dit que tu peux faire de l'hélico avec tes cheveux. Traîne encore et il racontera partout qu'il est ton père. Eh, je déconne. T'es vraiment trop bonne comme ça, tu sais. D'ailleurs, c'est quand que t'enlèves le bas? Rayman! Oh!
Dites, on peut faire ça à 3. Rentre au concile à 5h du mat avec un petit coup dans le nez, c'est sûr que ça doit pas être facile. L'hélico avec tes cheveux, ils ont fumé ou quoi? Extraordinaire! La lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Waouh, trop fort! Et maintenant, sans les mains. Ah, je déconne. Anticonstitutionnellement extraordinaire! C'est M. Ubisoft. Il s'excuse au nom de toute l'équipe pour cet entraînement. Je cite, pas très fun. Cet endroit est vraiment trop magique. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Les playtesters, il y en a, ils jetaient le patte parce qu'ils le supportaient pas en fait. C'est vrai? Ah ouais, il y a un moment où Trop il, relou, quoi. ouais, il était trop relou, donc on l'a un peu calmé quoi. Suite au playtest, on s'est dit bon. Et même dans l'équipe, au bout d'un moment, là, Murphy, il commençait à nous. Moi, je connais tous ces dialogues par cœur, je l'aime trop. Ouais, mais c'est pas le cas de tout le monde, je crois. Ouais, Clark, je pense qu'on n'avait pas le temps de l'intégrer correctement en fait. Je sais pas si tu te rappelles, t'as tourné dans un making-of de Rayman 3. Ah non. Tu te rappelles pas? Je te montrerai. Donc, dans le making-of, on te voit, il y a un chapitre Les techniques invisibles, et on t'aperçoit, tu nous livres des secrets d'optimisation du jeu, tu nous parles de principes de multitexture, de brume volumétrique, d'effets 2 avec leurs perturbations. Tu t'en souviens un peu ou pas? Je me souviens avoir travaillé sur tous ces sujets-là, mais je me souviens pas de Mais je de la peux te vidéo. montrer sur ton téléphone. Ouais, C'était carrément. vieux. Ouais. Putain, mais c'est fou, non? Mais t'as trouvé ça où? Ah ouais, bah on bossait là-dedans. Hein. C'était. Oh, avec le vieux écran cathodique. Pour la création des niveaux, c'est comme en haute couture. Le niveau d'exigence est extrêmement élevé. Chaque détail est travaillé minutieusement par les graphistes pour s'intégrer parfaitement au décor. C'est trop marrant. Ah ouais. Tu te rappelles du tournage? Non, Et pour optimiser la création de tous ces éléments, ouais, j'avais pas de rides. T'étais toute jeune là. Ah oui, ça je me rappelle, c'était génial. Ça c'est un truc justement qui n'existait pas sur Rayman 2, qu'on a fait sur Rayman 3 et qui est toujours en vogue, hein, mais c'est justement avoir plusieurs UV sur les objets 3D Ah, ça se fait pour encore. avoir de belles intégrations. Parce que à cette époque-là, quand tu posais tes arbres sur le sol dans la forêt, tu avais des coupures dégueulasses Ouais, parce qu'il y avait ouais. très peu de polygones. Plus, tu pouvais pas trop toucher au normal de Ouais. tes faces. Donc là, ça, on l'avait mis en place sur Rayman 3 avec des super programmeurs. On a tout optimisé et franchement, ça a tout changé, quoi. Bon, j'écouterai ça. Ouais. Les hoodlums ou cagoulards en français, ils sont habillés de bouts de toile afin que ça diffère bien des pirates du 2. Est-ce que l'animation des tissus c'était difficile? Oui, d'ailleurs, au début, je me rappelle que quand on a démarré les Hoodlums, là, sur les dessins, on était inspiré un peu de Oogie Boogie, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Tu Ouais, vois, complètement, c'est un sac de tissu rempli de personnages. Mais on avait une super équipe, on se disait jamais non. Au pire, c'était pas extraordinaire, mais on le faisait quand même, quoi. Donc oui, on n'avait pas de simulation de fluide, de tissu, donc c'est un peu cheap. Mais bon, Ça passe bien à la fin. ça passe. Ça passe. Si tu regardes maintenant, tu te dis, bah, tu le referais pas pareil. Par la suite, tu as travaillé sur le UbiArt Framework, et c'est un moteur de jeu qui est pensé pour les artistes. Est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'y ai travaillé assez sommairement, en fait. Hein. J'ai pas une. Toi, tu étais plus sur la brand UbiArt, qui est une brand aussi. Hein. Ouais, j'ai travaillé sur la brand UbiArt. Ça n'a pas été un très très gros projet pour Ubisoft. En fait, moi, j'ai fait une petite pause de jeux vidéo pour me concentrer sur tout ce qui était merchandising au moment Ouais. de la création des lapins crétins. Ouais. Donc, moi, j'ai participé à la création de la marque des lapins. J'ai commencé à travailler sur tout ce qui était associé à la propriété intellectuelle, mais plutôt sur des figurines, des t-shirts, des Ouais. artbooks, voilà, pour pouvoir donner aussi un peu de vie aux marques d'Ubisoft, mais en dehors du jeu vidéo. Mais ça a permis aussi de créer la marque. Ça lui a Ouais. donné de la profondeur. Puis j'ai travaillé sur la personnalité aussi des lapins crétins. C'est Je bossais énorme. avec les équipes. Donc l'UbiArt Framework, il est arrivé en parallèle. En fait, l'idée, c'était de faire travailler des concept artistes, donc un travail 2D super quali, mais que derrière, on puisse le récupérer simplement Ouais. pour pouvoir construire des niveaux. Du coup, ça veut dire que tu as dessiné les designs des lapins comme on les connaît actuellement ou... Ouais. Ouais. Oh, c'est incroyable. L'équipe de Montpellier, elle a travaillé sur un proto de Rayman 4. Je sais pas si tu vas t'en rappeler. Welcome to E3. As you know, we are working very hard on Rayman 4. It's quite a big and very important project. I decided to take a few seconds, present you the story, the characters, and all the new features that will be in Rayman 4. Je
sais pas si tu vas t'en rappeler, qui donnera naissance à Rayman contre les lapins crétins, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et au final, le projet suivant les lapins crétins, c'était Rayman Origins. Le projet Rayman 4, il a été déplacé sur Montreuil, c'était un projet secret entre 2007 et 2009, qui a été porté par Michael Janot notamment. Et sur Rayman Origins, tu étais prod producer et prod lead artist. Est-ce que tu aurais préféré travailler sur un projet complètement en 3D ou ça te convenait ce retour aux sources de Rayman en 2D? Ah non, c'était super de travailler sur Rayman Origins, c'était chouette. Le truc, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire. Ouais. Donc on a dû faire grossir l'équipe assez rapidement. Les outils étaient chouettes, enfin Lumière Framework fonctionnait bien. Ouais. Donc Ça, je pense que le rendement, la production était cool et il y avait des artistes extraordinaires. Il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire le jeu et les équipes qui étaient plus réduites. Donc moi j'ai un peu aussi utilisé mes contacts dans d'autres studios d'Ubisoft pour faire venir les gens, pour qu'on puisse finir le jeu tous ensemble. La bulle, on peut la déplacer dans les trous, on peut rejoindre un de nos amis, et puis il peut nous taper dessus et là on redevient vivant. Et vous allez voir, c'est un jeu où on se tape dessus, mais en même temps on s'entraide. Toujours inutile, quand on prend un cœur, on fait deux, on va en avoir plus. Si on prend un cœur et qu'on en a déjà un, on peut donner un cœur. Où est-ce que tu vas le coller? Malgré tout, ça reste aussi un souvenir pour moi de crunch. Il a fallu vraiment aller très vite pour terminer, mais le résultat est très cool et je pense que Rayman Legends, il est même le niveau au-dessus parce qu'il s'est servi de Rayman Origins aussi. Ouais, complètement. C'était une super expérience, ces deux super jeux. Je ne mets pas tous les moments de l'interview dans cette vidéo. Par contre, si vous regardez dans la description, vous verrez les versions longues de chaque interview que j'ai pu faire sur ce projet. N'hésitez pas à les checker. Incroyable de sortir du studio Wildship avec tous les souvenirs de Céline, avec tous ces noms qu'elle m'a cités. J'ai vraiment envie d'aller capter d'autres devs. Et j'avoue que là, elle m'a un peu chauffé à contacter Stefan Zinetti et David Ney. C'est vrai que c'est des personnes qui ont tellement influencé l'univers du troisième opus de Rayman que je me sens un peu obligée pour l'histoire d'aller les voir, quoi. Je pense que ça peut être hyper intéressant. Et Céline, ça me touche particulièrement parce que je me dis, là, elle a tout donné pour son propre studio. Bah, nous, c'est un peu difficile, la boîte. Hein. Oui. On a fait un plan social, il y a plein de gens qui sont partis. Je sais qu'il y a beaucoup de chômage, je reçois des CV tous les jours. Je vois plein de jeunes qui ont envie de faire ça, mais des fois, j'ai envie de leur dire, mais oui, allez là où il y a vraiment des besoins. C'est pas pour casser C'est sûr, ouais. des envies, mais c'est juste que là, on est dans une période difficile, voilà, vraiment difficile. On en souffre beaucoup, surtout enfin non, j'allais dire les petites boîtes, non, les grosses boîtes aussi. Oui, Non, tout le monde en souffre. Ouais. C'est compliqué le jeu vidéo aujourd'hui. Ça a toujours été une industrie difficile. Je pense au crunch et tout, elle en a parlé elle-même. On sait pas de quoi demain est fait en fait. Et c'est le cas de beaucoup de studios. Et c'est dur, franchement ça me peine parce que c'est des gens qui sont tellement créatifs, ils sont tellement forts quoi. C'est des créatifs et des techos en même temps. Moi j'adore. Et ça me peine qu'ils aient autant de difficultés dans leur job. Donc ouais, si je peux les soutenir à ma manière en montrant ce qu'ils font, en montrant qui ils sont, c'est gagné pour moi. Rayman 3, il a une identité visuelle vraiment à part. On est clairement dans un jeu du début des années 2000. D'ailleurs, Rayman 2000, c'était le nom de code d'un prototype qui devait faire la suite de Rayman 2, mais finalement ça a été abandonné et on est parti sur Rayman 3. En tout cas, ça devait se passer dans un environnement urbain et c'est ce qui a sans doute inspiré la série animée. Oui, il y a une série animée Rayman, elle est rapide à regarder si jamais. Ah là là, les années 2000. Une époque où les mascottes avaient encore une place centrale, où l'esthétique se permettait d'être plus tranchée et où Ubisoft s'écrivait encore en 2 mots. Le jeu adopte un ton sarcastique dans ses dialogues, ça sonne bien plus ado et méta que Rayman 1 et 2. On se rappelle des spots publicitaires aussi de ce troisième opus qui était hyper marquant avec un humour décomplexé. Il est prêt. Rayman 3. On sent une vraie continuité entre la communication du jeu et son identité in-game. Il est prêt. Ah mais non, il est pas prêt du tout. Et cette maturité dans le ton, elle va pas s'arrêter là. Je pense à Origins et Legends qui s'enfoncent encore davantage dans cet humour désormais caractéristique de la saga. Tout est grotesque, absurde et fun. Bon, ce serait un peu mentir de dire que Rayman 2, il avait pas une vibe mature aussi, parce que The Great Escape, ça commence sur une scène un peu post-apo, et puis ça dépend de votre sensibilité, mais je pense que quand vous êtes enfant, vous captez que c'est un petit peu mature quand même comme vibe, et c'est très différent au niveau de l'humour, et on est sur quelque chose de onirique. Rayman, il est dans une posture qui est plus responsable. On a des robots pirates, on a les premières cinématiques narratives, et dans le 3, l'enjeu il tourne toujours autour du cœur du monde, mais on passe sur de nouveaux ennemis, les Hoodlums. L'idée c'était de partir sur une aventure encore plus ambitieuse avec des niveaux plus ouverts, tout en gardant le rythme qui fait le charme de la série. Si on reconnaît bien l'univers coloré de la licence, la 3D mieux définie de cet opus a rendu Rayman bien plus cool qu'il ne l'était déjà. Ouais. Sacré glow up. Pas parce qu'il est plus détaillé, mais parce que sa silhouette est mieux maîtrisée. Ses proportions sont plus affirmées, il est vraiment cool quoi.
troquer le petit foulard mignon contre la capuche de Sweat, ça faisait déjà un héros plus cool. Rayman, il m'a cassé les couilles. Mais je sais que Teloro, elle le smasherait 50 milliards de fois. L'ensemble est plus pop, très ancré dans le début des années 2000, avec un petit côté dark mais fun. Chaque zone a vraiment sa personnalité. Rien ne paraît neutre ou générique. Tout est pensé pour avoir du caractère. Et il y a un détail technique qui me fascine, j'ai vu que Rayman, il a 2206 polygones dans Rayman 3. Et avec ces 2206 polygones, il est quand même très expressif quoi. On sait qu'il y a beaucoup de contraintes techniques à cette époque-là, et on peut octroyer plus de polygones uniquement au personnage principal, mais même Globox et les petits êtres et compagnie, des personnages qui ont beaucoup de caractère je trouve, et ça rend super bien. Et ouais, rendre les persos expressifs malgré ces contraintes, c'est un vrai tour de force quand on se rappelle que le jeu il sera à la fois sur PC, PS2, Xbox et aussi sur GameCube. Un point important pour comprendre pourquoi Rayman 3 il a une identité visuelle un peu à part, déjà, le papa de Rayman, Michel Ancel, il n'était pas à la tête du projet comme il avait été sur les épisodes précédents. Il y a même une interview où il disait que si il avait été sur Rayman à cette époque-là, le jeu il aurait été quand même vachement différent, s'il était pas occupé avec Beyond Good and Evil. Et pourtant, cette unicité de l'équipe autour de l'humour et du côté toon, cartoon, enfin honnêtement avec le recul, ce jeu il pouvait sortir que d'une équipe soudée qui avait trouvé sa maturité et sa confiance dans l'humour quoi. Après mon interview avec Céline, elle m'a vivement encouragée à parler de ce projet de vidéo Rayman 3 avec deux autres personnes, deux autres intervenants. Et c'est des membres clés de l'équipe de l'époque. D'abord Stéphane Zinetti, qui était graphiste et character designer sur Rayman 3. C'est lui qui a sculpté les personnages. C'est quand même en grosse partie grâce à lui si aujourd'hui on affronte les Hoodlums dans le jeu. Et David Ness, qui était le narrative designer. C'est un mot qui n'existait pas encore en 2003, narrative designer. Et c'est lui qui a construit l'écriture du jeu, ses dialogues, le ton. Je pense que les gens, ils adorent ou ils accrochent pas à l'humour, mais on avait une équipe quand même sur Rayman 3 qui était très originale, quoi. Ouais. Notamment le scénariste, David Ness, il avait un humour mais génial, quoi. Moi j'adore, il a mis une âme dans ce jeu. C'est peut-être ça. Je sais pas ce qu'il fait maintenant, peut-être qu'on l'avait aidé sur ces sujets-là, mais je sais qu'il se régalait à écrire ces dialogues. Alors j'étais hyper enthousiaste parce que j'ai contacté Stéphane et David, mais vraiment sans trop savoir s'ils allaient me répondre et un peu au hasard quoi. Je suis tellement contente de dire qu'ils m'ont répondu et de manière positive. Alors voilà, Stéphane m'a répondu qu'il était ok pour échanger sur l'une de ses plus belles aventures professionnelles. Vraiment ça m'a touché de lire ça. Et pareil pour David, donc je vous montre ça. En fait, je suis une très très grande fan de Rayman 3. Il y a des gens derrière le jeu, quoi, et ce serait trop bien d'aller un petit peu les rencontrer, faire des interviews. Ouais, je suis une super fan de Rayman 3, et j'ai rencontré Céline, et elle m'a encouragée à te parler à toi et à Stéphane aussi. Ce sont des gens fantastiques humainement. Ah, je m'en doute. Non, mais elle a eu raison, ouais. C'est cool. Cette partie du docu, je pense que je peux appeler ça un documentaire au point où j'en suis. Je l'appelais les cerveaux. Je sais que ça sonne un peu bizarre. En faisant les interviews avec Stéphane et David, je me suis rendu compte qu'en fait, ils représentaient vraiment cette idée des deux hémisphères du cerveau, quoi. L'hémisphère plus logique qui va chercher comment rendre l'univers plausible et faire des liens entre les personnages, que tout ait du sens, et l'hémisphère qui est plus pump it up, créatif, imaginatif. Je trouve que cette analogie colle bien à ces deux-là. Et vous vous doutez bien qu'un cerveau ne va pas très bien fonctionner s'il n'a pas de cœur. Et pour le coup, je trouve que Benjamin Haddad, il incarne hyper bien ça. Parce que j'ai eu la chance de faire aussi une interview avec Benjamin, qui était à l'époque game designer et level designer sur Rayman 3. Il est toujours chez Ubisoft à Paris. Et j'ai pu le rencontrer tout récemment quand j'étais en voyage sur Paris. Et c'était trop génial. Et encore une fois, je trouve que l'analogie, elle fait sens parce que le game designer, c'est celui qui va prendre ces deux éléments, donc l'histoire du jeu, les personnages, l'envie des devs de faire quelque chose de hyper imaginatif et fun, et en faire quelque chose de jouable. Quelque chose de techniquement jouable. Que ce soit les power-ups du héros, le système de scoring, le fait que le jeu doit être difficile dans le sens challenger mais pas non plus frustrant. Cette partie, je l'ai appelée les cerveaux. Je sais pas comment j'aurais pu l'appeler autrement pour être honnête. Ça faisait un petit peu trop long, l'hémisphère droit, gauche et le cœur. Mais vous saisissez l'idée. Voilà, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, là, on a un Olibrius qui est disponible pendant quelques mois encore, qui est sous contrat. On a pas mal de jeux qui sont quasiment finis, mais dont on comprend pas grand-chose au scénario. Ça, c'est classique. En fait, on part avec un scénario, il y a la production, puis après, il se passe des tas de choses. On m'a demandé de remettre en forme trouver une cohérence. Voilà, c'est ça.
sans rien rajouter en fait. La seule chose que je pouvais faire, c'est éventuellement une cinématique. Alors à l'époque, c'était des cinématiques où il y avait pas de voix, donc c'était écrit. Je pouvais changer le texte, mais je Ouais. pouvais pas rajouter de. Donc on m'a demandé des tas de trucs. Je me rappelle, il y a un jeu, on m'a carrément dit, bah voilà, tu vois là dans l'histoire, le méchant c'est un tel. Pour tout un ensemble de raisons, ça nous embête. Essaie de trouver qui peut être le méchant, un autre, sachant qu'on peut Ah. pas rajouter de cinématique. Évidemment, ça a donné après Rayman 2. Bah naturellement, quand la production et la conception de Rayman 3 s'est déportée sur Paris, bah du coup je me suis retrouvé dans l'équipe quoi, en fait. Quoi. Tu arrivé sur Rayman 2, si je me trompe pas. En fait, j'avais été embauché pour Rayman 3, mais à Tout à deux, fait. je suis arrivé, c'est pas terminé. C'est exactement ce que j'ai vu, que tu aurais dû travailler sur le 3, mais que tu arrivé Ouais. en fait 6 mois avant la fin du 2. Bah, ils m'ont dit: «Bah, écoute, c'est pas prêt ce que tu dois faire, donc bah, tu y vas, vas-y» et puis ils m'ont mis des tas de tâches, en fait, pour leur rendre service et j'adore ça, faire avancer les choses. C'est un truc que j'adore. Le métier a vraiment changé en 27 ans, ça on s'en doute. Ouais. Moi, quand je suis arrivé, déjà il y avait pas vraiment de formation. J'étais même pas narrative designer, hein, on disait que j'étais scénariste, Scénariste, ouais. voilà. D'ailleurs, généralement, quand il y avait des journalistes qui venaient, ils demandaient toujours à voir le réalisateur et le scénariste, ce qui dans le jeu vidéo est un peu curieux, quoi. Et donc à chaque fois, je disais: «Bah, vous devriez aller voir le game designer, le» voilà. «Ah bon, c'est quoi un game designer?» Bah, c'est marrant. À l'époque, en fait, il y avait beaucoup moins de métiers très identifiés. On avait en gros, les artistes qui s'occupaient donc de tout ce qui était, level art, animation. Tu avais toujours, les programmeurs pour tout ce qui était, qui existe encore de engine, et puis des programmeurs gameplay. Ouais. Et puis par contre, tout ce qui était game design, level design, je dirais qu'on avait juste, une équipe de designers et on faisait un peu tout. C'est-à-dire qu'on faisait à la fois le game design et les maps, D'accord. de level design. C'était pas encore séparé. J'ai fait les premiers playtests en fait, parce qu'il y avait pas de lab de playtest à l'époque. Ma boss qui était juste à côté en plus, elle m'a dit: «Ouais, tiens, toi tu vas suivre les playtests et faire des comptes rendus» et ça me permettait d'apprendre le métier. Il y a rien de mieux que les playtests pour apprendre, comment faire un jeu vidéo. J'ai touché à tout en fait dans ces 6 mois de Rayman 2. Un autre excellent exercice qu'ils m'avaient filé, il y avait tout un tas de maps, de niveaux super jolies, mais qui étaient absolument pas optimisées pour être dans le jeu. Donc ils m'ont dit: «Voilà, il y a tout ça, si jamais tu arrives à les optimiser et ben, elles seront dans le jeu». Ah, je trouve ça Waouh. fantastique. Et donc en plus, c'était des maps de glisse et tout, enfin c'était, Génial. fantastique. C'était aussi une époque, et ça, Rayman 3, un peu le 2 aussi, même s'il était essentiellement écrit, ça remonte à un temps où les jeux étaient écrits en français. Ah oui, j'allais te demander si l'écriture c'était d'abord en français ou en anglais pour ces Non, projets. non, là, c'était vraiment en français et d'ailleurs, ça explique un certain nombre de choses sur le ton, une liberté qu'on a pu avoir parce qu'on écrivait dans notre langue, et après les choses ont changé. La langue maître, c'est devenu l'anglais. Oui. Même si on se débrouille, correctement en anglais, on ne peut pas avoir le même niveau que quelqu'un, Ouais, c'est pas qui a pareil la en langue. plus. Ça a changé et d'ailleurs mon métier a un peu changé. De pur scénariste, je me suis intéressé plus aux questions de mécanique de jeu. Maintenant, je travaille plus sur, comment on peut intégrer la narration dans les systèmes, Ah, les c'est systèmes de jeu, intéressant. les systèmes d'interaction, et cetera et tout. Donc c'est d'autres enjeux et quelque part plus techniques, mais en termes de lien entre narration et interaction, c'est vraiment marrant. Et d'ailleurs, cette sensibilité-là, elle est née entre autres avec Rayman 3. J'ai pas de formation comme, avaient mes consoeurs et confrères. Moi, j'ai plutôt une formation littéraire, lecteur, cinéphile, et cetera et tout. Donc quand je suis arrivé dans le jeu vidéo, je me dis: «Je vais raconter des grandes histoires Ouais. avec plein de personnages très fouillés, et cetera et tout». Puis en jouant, moi j'avais pas mal joué quand j'étais ado, puis j'avais arrêté pour mes études et quand j'ai repris, j'ai découvert PSX, et cetera. Je me dis: «Bah, c'est bien gentil les histoires compliquées avec des personnages compliqués, mais ce qui compte, c'est appuyer sur X pour tirer et donc en gros, comment je fais pour mettre de l'émotion là-dessus?» Alors évidemment, c'est assez, simple sur Rayman 3 puisque les mécaniques de jeu sont celles de l'époque, mais l'idée de mettre des voix sur, par exemple, quand Rayman il donne des coups de pied ou d'essayer de mettre la narration à des moments où il se passe quelque chose dans le jeu et pas simplement d'avoir une cinématique qui explique. Bah, ça, c'est des moments où, en tout cas moi personnellement, je me suis dit, vraiment, c'est plus fort de mettre des phrases au bon moment quand ça correspond à une interaction que d'essayer, d'écrire comme Shakespeare, que de faire des grands textes, et cetera. Non, franchement, ça a été ma plus belle période de la vie puisque c'était des gens super, tu vois? Céline, c'était elle qui m'encadrait, elle avait été fantastique, à la fois gentille, hyper compétente, et elle faisait gaffe à moi, enfin tout ça alors que c'était la guerre quoi, parce qu'il fallait finir le jeu, Il n'y avait pas encore tous les process qu'on a aujourd'hui, même des process de gestion de production, et puis beaucoup de juniors, parce qu'en fait, il faut se rappeler que c'était une période ou une époque où, par exemple, moi, ça n'existait pas, les écoles de game design, de level design. Ça Non. n'existait pas, en fait. Tu avais les écoles d'ingénieurs informatiques pour tout ce qui était informatique, tu avais les écoles d'art et d'art digital
qui existait évidemment déjà pour tout ce qui était art, mais le design en lui-même, ça n'existait pas. Toutes les écoles, les Engmin, les Art, toutes les écoles qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Moi, j'ai été recruté, j'ai répondu à une annonce et j'ai été recruté parce que j'étais, depuis que j'étais gamin, geek nerd, depuis que j'étais gamin. C'était plus ça, qu'autre chose. Le plus dur, ça a été de relooker Rayman. Ah, bah oui, mais du coup, t'as participé au relooking de Bien Rayman? sûr, c'est moi qui l'ai orchestré. Comme je suis un passionné de travail ultra collaboratif, je suis allé chercher dans la boîte Ubi tous les gens qui allaient travailler sur Rayman et je leur demandais qu'est-ce que tu verrais toi si jamais tu devais revoir Rayman et tout ça. Je leur ai demandé des petits crevards parce qu'il y avait des gens qui étaient passés sur d'autres projets. On a fait un cri, on a rapatrié tout ce que tout le monde voulait. Moi, je voulais pas le changer. Et Ah, tiens, par ok. contre, si, ils en avaient. C'était un besoin. C'est pas un besoin marketing. Je veux pas que tu le dises comme ça. C'est que les gens avaient besoin de voir, le nouveau Rayman. Puis bon, à chaque fois, en plus, il y avait un truc qui m'agaçait, c'est que les gens pensaient que c'était des oreilles, alors c'était des mèches. Ah ouais, ils croyaient ça, les gens? Bah oui, dans Rayman 1, ils pensaient que c'était des oreilles de lapin. Ah oui, d'accord. Donc nous, on a voulu vraiment en faire des mèches. Tu sais, ça coupe en pétard là, avec les épis de cheveux pour que ce soit intéressant sous tous les angles en 3D. Ça a été un travail de dingue d'aller-retour entre l'animateur et moi. Parce qu'une coupe en pétard en 3D, faut vraiment que les pics, tu vois, soient orientés au millimètre près pour qu'à tous les angles, tu vois, qu'il n'y ait pas de truc qui se chevauche et ça lui donne un épi moche. Tous les épis soient harmonieux sous tous les angles. C'est le plus dur. Et puis, c'était de virer le foulard, de remplacer par la petite capuche et tout ça, sympa. Il y a juste sur les chaussures, effectivement, on a pas mal itéré, c'était pas facile. J'ai même essayé de rajouter des jambes et des bras, Rayman. Ah C'était oui, j'ai nul à entendu chier. ça. Ça lui donnait un air, mais nul. Non, il doit rester, Ah, t'as gâché tout. il doit rester modulaire. Et alors, c'est un casse-tête, notamment en animation, parce que d'être très, très, très expressif en animation avec du modulaire, non, c'était, ouais. Franchement, le plus dur pour moi, c'était faut que tu touches à Rayman, faut que tu le changes. Et en plus, j'étais pas le seul créateur du personnage, donc et j'ai hors de ça de modifier la création des autres, quoi. Et donc, bah, on a fait pas mal d'allers-retours avec Michel et puis Alexandra aussi Ancel qui bossait beaucoup sur les persos et tout. On est arrivé à ça et moi, j'étais plutôt content, mais c'est comme si on me demandait de changer Astérix, quoi. Enfin, tu vois, Ah ouais, c'est dur, hein. c'est compliqué, quoi. Rayman 3, il a un humour décomplexé, un humour méta, parfois absurde carrément. C'est, je trouve, très différent de ce qui se fait dans le jeu vidéo en 2003 en tout cas. Un truc de dingue, c'est qu'on avait énormément de liberté. Souvent, on allait voir Michel Ancel et souvent, très souvent, faire des allers-retours avec lui pour voir Il était si, quand même consultant, ouais. ouais, s'il y avait pas, si on trahissait pas, tu vois, l'esprit. Le but, c'était de faire vraiment un jeu aussi délirant que le Rayman 2, de le faire en 3D. C'était ça aussi la grande difficulté, c'est-à-dire que c'était un passage de la 2D à la 3D. Et je suis assez content qu'il soit passé en 2D. Enfin, tu vois, l'esprit Rayman, il peut être partout. Et moi, j'avais dit, même quand on avait fini Rayman 3, ceux qui vont faire la suite, il faut qu'ils fassent un truc encore plus délire. Enfin, tu vois, c'est à chaque fois que tu prends le truc, c'est tu dois faire un truc, enfin voilà, qui nouveau, et voilà. C'était un énorme challenge, de faire, aussi délirant, mais avec de la 3D. En plus, c'était les premiers jeux de plateforme et tout ça. C'était pas un truc où on avait décidé de dire: «On fait table rase du passé». Je pense qu'il y avait même pas la réflexion, en fait, du Ouais, truc. ouais. «Tiens, on va faire Rayman 3, ah c'est cool». C'est cool quoi, on adore, on est content et donc on a repris évidemment beaucoup de choses de Rayman 2 dans le sens où, bah, tu as une marque à respecter et puis Rayman 2 est un super jeu, donc il y a des choses que tu voulais garder. Mais en même temps, on a fait un jeu qui, quand tu le regardes, est assez différent parce qu'aussi, on était tous aussi des joueurs et il se trouve que le jeu en lui-même avait évolué, le marché avait évolué. Tu faisais pas un jeu de la même manière, après des jeux comme Zelda, après des jeux je me rappelle qu'il y avait Jak and Daxter qui était sorti au moment où Ouais, ça le vous a jeu. marqué ça. Ah oui, ça nous Ouais. a mis une bonne claque ça, mais souvent, ça arrive souvent en prod en fait, parce qu'une prod ça dure des années, puis tout d'un coup, tu as un jeu qui arrive, qui disrupte ou pas, mais en tout cas qui met un truc et tu fais: «Ah ouais, Ça, c'est le standard maintenant. ça c'est cool ça, il va peut-être falloir qu'on». Ouais. Il y avait une clientèle pas mal adulte, en fait, qui avait joué à Rayman 1, même déjà, donc le Faut dire qu'il était difficile le 1. ouais, il était très difficile. D'ailleurs, quand on bossait sur Rayman 3, j'ai fait repasser des level designers qui avaient fait le 1 pour jouer au 1 parce que j'y arrivais pas. Et ils y arrivaient pas eux-mêmes. C'est eux qui avaient fait les niveaux, ils disaient: «Ah Ah, ils se mince!» rendent compte quand même. Mais par contre, on faisait gaffe aussi de vraiment garder l'esprit de la marque parce que tu sais, justement, il y avait beaucoup de jeux, qui sortaient, qui étaient des jeux épiques, un peu noirs, et tout ça. Et on a eu un moment où on a déconné, on est parti un peu dans cette sombritude et après on s'est réveillé, on s'est mis des tartes, on s'est dit: «Mais c'est pas ça Rayman» et donc on a revu couleur du jeu et Ah oui, c'est c'est là que très coloré justement là, hein. qui est venu et tu en parleras avec David.
crois que c'est là qu'est venue l'idée du faut déconner encore plus et c'est là qu'il a trouvé je crois que c'est David qui a trouvé l'idée du jus de prune. Alors, c'est absurde, c'est vrai que c'est absurde, mais je dirais que c'est pas si absurde que ça. Il y a un cadre, il y a une situation de base qui est très particulière. Globox a avalé le Lumse Noir. Le Lumse Noir pousse Globox à faire des bêtises, notamment à boire du jus de prune. Le cadre est un peu loufoque, mais à partir de là, ce qui est dit respecte un peu ce cadre-là. C'est-à-dire que bon, OK, Globox, il boit du jus de prune, il s'envole, il dit des bêtises. C'est loufoque, c'est sûr que c'est loufoque, mais ça correspond à la mécanique qui est installée, quoi. Ça respecte Ah oui, la ça fait du règle sens, du ouais. jeu de départ. Mais la règle du jeu, elle est certes absurde, bien qu'elle reste aussi suffisamment claire pour le joueur. Il sait qu'il doit soigner Globox parce que Globox devient de plus en plus fou, etc. Et d'ailleurs, ça va peut-être surprendre un peu, mais quand j'ai pensé à cette idée-là de Globox qui avale le Lumse Noir, il faut aller le soigner, et puis il devient de plus en plus bizarre, etc. et tout, je me suis dit, mais bon, c'est une idée loufoque, mais est-ce que tu arrives à trouver une histoire connue qui ressemble un peu à ça ou qui suivrait? Je me suis dit, bah oui, le Seigneur des Anneaux. Il y C'est a vrai, c'est l'anneau vrai. qui rend dingue, il faut amener l'anneau à un endroit très loin pour le détruire. Bon, bah, Globox, c'est une sorte de Gollum un petit peu perverti, je sais pas, corrompu, Ouais. je sais pas comment dire, par André. Et il faut l'emmener chez le guérisseur. Finalement, la mécanique de base, évidemment, quand on compare les deux, on se dit, mais il est fou, ce qu'il raconte. Mais il y a une motivation qui peut. Il y en a une qui est un peu absurde, évidemment, mais grosso modo, on comprend qu'il faut aller détruire un danger et emmener la personne se faire soigner comme ça. Il y avait une espèce de logique comme ça. Donc, absurde, oui, mais ce qui est absurde, c'est le contexte qui est absurde. Encore une fois, c'est quelque chose qui est toujours, je pense, un risque quand tu travailles sur une licence, quelle qu'elle soit. Identifier, non mais c'est quoi la licence? Ça peut passer par plein de choses, ça dépend vraiment de la licence en elle-même. C'est-à-dire que tu peux quand même t'éloigner tant que tu respectes une sorte d'ADN. Peut-être que nous, on adorait Zelda et puis on adorait le Seigneur des Anneaux et puis on avait mais Rayman, c'est pas ça. Il fallait garder ce côté frais, ce côté goofy, ce côté dynamique, ce côté décalé. Et peut-être qu'effectivement, au début, on est un peu parti là-dedans parce que c'était un peu nos passions, mais qu'à un moment, faut que tu te dis: «Attends, faut que tu sois fidèle au truc». David a dû en parler, mais je pense qu'il y avait un ton qui était un peu différent en fait, avec pas mal de niveaux de lecture un peu différents. Et ça, faut reconnaître que c'est un truc qu'on a pu faire très cool, parce qu'au final, c'est pas qu'on faisait ce qu'on veut, mais au final, ouais, on a pu quand même faire des trucs un peu rigolos. Est-ce que tu te rappelles si Ubisoft, ils vous stoppaient sur des blagues ou quoi non, vous allez J'ai pas trop- souvenir de ça, j'ai pas souvenir de ça. Mais après, je pense qu'on n'allait pas trop. Je pense qu'on n'a jamais été confronté au problème. On était quand même en rapport assez fréquent avec Michel Ancel, avec Montpellier, etc., juste pour s'assurer que tenir au courant. Et s'il y avait eu quelque chose de vraiment à côté de la plaque, on nous l'aurait dit. Mais non, c'était. Moi, je me rappelle pas avoir eu un truc. Oh là, mon Dieu. Comme toute l'option un petit peu épique par les Knarren qui restait, mais allait un petit peu à l'eau, il y avait cette histoire de quel ton on allait avoir. Et là, moi, je sais que ça a été compliqué. Pauline Jacquet, qui était venue en renfort sur la production du jeu, disait bon, on va essayer de réfléchir à des questions de ton. On a fait venir des gens, etc. et tout. Ouais, je me demandais si Et vous moi, aviez une bible de ton en quelque sorte pour Rayman. non, parce que là-dessus, il y C'était avait purement rien instinctif, du quoi. tout. Il y avait rien du tout. Et là, moi, c'était un peu particulier. Je sais que j'ai passé une paire de nuits blanches quand même, hein, à me dire quoi faire. J'étais un peu embêté. Jusqu'à présent, j'avais l'impression que dès qu'il y avait un trou dans la raquette, on arrivait à se débrouiller et tout ça. Et puis, je me rappelle avoir fait une ou deux tentatives. Et justement, avec Pauline, ça se passait super bien parce que je lui parlais, je lui disais, bah tiens, il y a ça. Et puis, de temps en temps, comme ça. Bon. Puis, à un moment donné, je sais pas pourquoi, il y a eu cette idée d'appeler le Lumse Noir André. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, ça m'a fait rire. Puis il y a 2-3 trucs, plus ce que je te disais là tout à l'heure, le fait que Globox, il ait une espèce de lien avec André, comme si c'était un peu quelque part son fils. Enfin, Oui, voilà, se considérer enceinte, c'est trop drôle. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça a mis 2-3. Et là, je me rappelle avoir écrit peut-être une dizaine de dialogues qui correspondent à des situations de jeu. Et puis, je me rappelle très bien, j'étais à mon bureau près de la fenêtre, puis de Pauline qui devait être à 25 mètres, et d'un seul coup, j'entends commence à se marrer. Et là, elle vient à mon bureau, et elle était hilar. Elle dit, je crois que ça y est, c'est bon, quoi. Ah, Et trop bien. c'était, ça a été une espèce de soulagement parce que vraiment, je sentais qu'il y avait une pression. À partir de là, ça a été une autoroute. À partir du moment où les choses sont à peu près claires en termes de cadre et tout, il y a énormément de choses qui sont même pas dans le jeu, que j'écrivais parce que ça coulait tout seul, quoi. J'étais amusé avec notamment les rats, quand on leur tape dessus, ils aiment bien qu'on leur tape dessus. J'ai été très méchant, très méchant. Et c'était pareil, les tortues, elles n'étaient pas contentes. Vous direz de mes nouvelles, j'ai une Police! Au secours!
Et ça, c'est toujours rigolo. Et je me rappelle pour les rats, en avoir écrit plein. Et à un moment donné, ça arrivait souvent, hein. J'étais en train de travailler, puis il y avait des gens qui venaient tester le jeu. Soit il y avait des journalistes, soit il y avait. À un moment donné, il y avait une équipe qui était venue. Je pense qu'ils étaient du marketing, je suis plus sûr, mais ils venaient tester le jeu. Et j'entendais, ils se bidonnaient. Je dis, bah, qu'est-ce qui se passe? Et c'était les rats. Puis à un moment donné, il y en avait un qui dit, non, mais c'est super, mais celle-là, on peut pas la mettre. Celle-là, on peut pas la mettre. Celle-là, on peut pas la mettre. Je dis, bah, si vous voulez, mais c'est dommage, ça vous fait rire. Et puis, il n'y avait rien de. Et là, quand on commence à voir il commence à y avoir des réactions en interne, ça, c'est un truc que j'ai vu sur d'autres jeux. Quand l'équipe ou les équipes avec qui travaillent sur d'autres jeux, mais qui sont dans un studio, commencent à s'amuser sur votre jeu, Ça, c'est que du bonheur, ça. Ce qui est rigolo, quoi. Faut savoir aussi que David, il est réalisateur de films. Je suis accompagné du scénariste du film aussi, David Ness, tout à fait, Ah bah merci. qui est avec moi. C'est un passionné de cinéma et ça se voit dans Rayman 3 parce qu'il a glissé quelques références cinématographiques dans le jeu et peut-être que vous ne les aviez pas. Par rapport au personnage de Razov, donc le sniper dans son manoir, il est inspiré par un perso principal d'un film de 1939 que je ne connaissais pas du tout. Les choses du comte Zaroff. Ouais, c'était inspiré donc des choses du comte Zaroff, qui est un film assez court où il enferme des créatures ou des gens. Non, il récupère des gens. Il fait de la chasse à l'homme, ouais. Carol Flynn, ouais. Et c'est un peu comme le prix du danger, effectivement. Je crois que c'est David. Il m'en a, mais moi j'avais vu le film, donc je me suis dit, ah, super, parfait. Je crois que c'est David qui a mis le. Parce que David est très cinéaste aussi, donc. Oh là là. David, tu vas voir, c'est une mine fantastique. Ah bah ça, c'est un classique, quand même un an avant, enfin quasiment en même temps que King Kong, hein. C'est une période du cinéma américain où il y avait une grande liberté avant que la censure s'abatte de façon plus massive sur les films hollywoodiens. Que ça soit ce film-là ou King Kong, c'est des films, je trouve, évidemment, ils ont presque un siècle, mais quand on les voit, je trouve qu'ils n'ont, au niveau de ce qui véhicule et la façon, je trouve qu'ils n'ont pas pris une ride, quoi. Même à la limite, ils ont une intensité qui est encore folle aujourd'hui, quoi. Tu vois, j'avais regardé quelques images donc, de ce film, Les chasses du comte Zaroff, et j'ai reconnu le décor en fait du manoir dans Rayman 3 et j'étais là, mais oui, en fait, c'est exactement ça. En plus, c'est rigolo parce que le titre anglais, c'est The Most Dangerous Game. Game, ça veut dire gibier, mais c'est jeu aussi. Ok. On fait un jeu vidéo. Enfin bref, ça nous faisait marrer, quoi. Un des guérisseurs, à un moment donné, quand il guérit, ça je crois que je n'en avais jamais parlé, c'est qu'il fait de l'acupuncture et qu'il fait kili 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 kili. Globoxan est très contracté. Heureusement, moi, pour savoir chasser mauvaise énergie. Regarde. Je t'en dirai pas. J'ai pas l'habitude de marcher à la baguette. Pour essayer de guérir Globox. Et ça, c'est un clin d'œil à un film d'horreur japonais qui s'appelle wow. Audition, qui est particulièrement difficile à regarder. Et je me disais, de toute façon, ça va sonner comme Gili Gili Gili. Moi, ça m'amusait de me dire qu'il y a aussi un clin d'œil à un film japonais complètement fou. C'est vrai que écrire des dialogues, c'est déjà un truc, mais avoir en plus un acteur qui va lire le dialogue et qui va l'incarner, le rendre vivant, c'est quand même autre chose. Ouais, d'ailleurs, petite anecdote, du coup, il y avait 2 lignes, et puis un nombre de caractères, c'était une vingtaine de caractères, je ne sais plus exactement par ligne, donc c'était très compliqué. Il a fallu souvent se creuser un petit peu la tête. J'ai essayé de m'arranger à chaque fois pour que les phrases coupent au bon moment, pour que ce soit chaque écran soit à peu près facile à lire. Et j'ai essayé souvent de trouver des mots plus courts, etc. Et tout. Et je me rappelle m'être dit, ça c'est bien parce que c'est écrit, mais il faut surtout pas que ça soit lu, parce que ça va donner des trucs bizarres. Et puis, bon, très bien, ça se passe, le jeu sort, et peut-être un an après, il y avait un studio d'enregistrement où j'entends une comédienne en train de souffrir sur pas à dire la phrase. Sur des phrases. Je dis, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, bah non, tes phrases, c'est pas évident. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit, bah oui, là, ils sont en train de mettre des voix sur Rayman 2. Je dis, ah bon, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, je voyais les phrases que j'avais écrites pour qu'elles soient les plus courtes. Et je me rappelle une phrase, je me rappelle plus de l'entièreté de la phrase, mais c'était les robots rôdes. Ah oui, c'est vrai que à l'écrit ça va, mais à l'oral. Les robots rôdes, alors je vois, elle dit, mais c'est bizarre. Je dis, bah oui, puis je lui ai expliqué. Je dis, mais c'est dommage, vous me l'auriez dit, j'aurais adapté pour une version parlée, quoi. Ce qui est incroyable avec les acteurs comme ça, c'est qu'on leur ferait réciter le dictionnaire, ils arriveraient à y mettre de la vie. Octobre 2002. L'équipe s'engage maintenant dans la dernière ligne droite. Mais Rayman doit d'abord prononcer ses premiers mots. Rendez-vous dans le studio d'enregistrement. Tout le monde est déjà là. L'ingénieur du son, bien sûr, le scénariste, le responsable des scènes cinématiques, mais surtout les acteurs. Rayman, fais gaffe, André est un limstoir, et les limstoirs, ils sont hyper verts. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Allez, on se revoit dans Rayman 4.
Parmi les voix qui ont donné corps à l'univers de Rayman 3, il y a Martial le Minou, qui fait partie de ces artistes invisibles qui fait en sorte que le jeu il existe vraiment quoi. Ça a été un moment de rêve avec Martial le Minou. On a eu une chance inouïe, c'est qu'on a eu du temps. De toute façon, il n'y a pas de secret, on a eu du temps. C'est-à-dire que Martial, on a beaucoup discuté. C'est lui qui dirigeait les acteurs. Moi, je les dirigeais pas éventuellement. Je disais, bah là, je trouve que. Mais en fait, c'est même lui qui m'aidait à faire le tri parce que j'étais là aux enregistrements et à chaque fois que les acteurs disaient quelque chose, j'étais mais émerveillé à chaque fois. Il faut voir, c'était la première fois que je faisais ça. Hein. Ça m'est arrivé après de le faire, mais je découvrais, je savais même pas trop quoi dire. C'était magique. Les acteurs sont à un niveau. Enfin, je disais à Martial, je dis, bah, t'en penses quoi? Il dit, attends, on va refaire une autre version. Je dis, oh, mais elle est encore mieux, mais alors comment on fait? Etc. Et tout. Martial, il a aussi fait des voix, c'est lui qui fait Murphy. Oui. Et là, c'était le festival. Son Murphy est génial. Je pense que sur le fond, ça n'a pas changé grand chose. Mais par contre, sur la forme, parfois sur des petites intonations, sur un petit mot rajouté, etc. C'était génial. Puis il savait que moi, j'étais bon client. Oui, ça faisait vivre ton scénario. Voilà, quoi. on était dans un studio où on pouvait faire passer les acteurs qu'un par un. Ça veut dire que quand il y avait un dialogue, il n'y avait pas les deux personnes dans la cabine. Mais comme Martial faisait certaines voix et que c'est lui qui assurait la direction, bah, quand il y avait un dialogue qui impliquait un des personnages dont il faisait la voix, il allait aussi dans la cabine. Et ça donne une dynamique avec les acteurs que moi, je n'ai jamais retrouvé après. Quoi. Les ennemis dans Rayman 3, c'est les Hoodlums, des chasseurs revisités, transformés en créatures absurdes. Honnêtement, les chasseurs, c'est un peu le fil rouge de la licence, on les voit souvent, les chasseurs. Ils étaient déjà là dans le premier Rayman, mais sur cet opus, Stéphane, il leur a donné quelque chose d'un peu plus personnel quand même. Il fallait qu'on fasse des ennemis qui soient pas des pirates robots, comme dans Rayman 2, mais il fallait trouver un équivalent. Rayman, il doit pas tuer les gens, et c'est pour ça qu'on a trouvé, nous on les appelait les cagoulards et Hoodlums. Tu vois, tirer dessus, ça faisait un tissu qui descendait. Ils ont un look hyper fort. Est-ce que tu les voyais comme des ennemis drôles, inquiétants ou plutôt grotesques? Ouais, grotesques, un peu des têtes à claques, mais un peu comme on traite souvent un petit peu les chasseurs, comme des nuisibles en fait. Voilà, pour moi c'était des nuisibles débiles, et puis nous on aimait que tout soit débile. Ce coup-là, on avait de la chance parce que Michel Ancel, il adorait ça aussi. Il validait vraiment. Ah ouais, c'est un maître du débile. Hein. Dès qu'on allait là-dessus, personnage chasse d'eau là qui tire une chasse d'eau à l'ancienne, là, ça franchement ça partait quoi. Et les Hoodlums, ça c'est ta création du coup. Oui et non. Alors, c'est assez personnel, il n'y a pas tellement d'artistes qui font ça. Et moi, je travaille beaucoup en discutant avec les gens, en émulation. Et si tu veux, David et moi, je pense que. Et puis même l'animateur, on a trouvé ça un peu tous ensemble. Les personnages, j'ai toujours dit qu'ils n'appartenaient pas parce qu'ils étaient venus de nos discussions, notre émulation en permanence. David et moi, on est fascinés par tout ce qui est débile. Et c'est venu de là. Je pense que même Céline, tu vois, à travers de ce qu'elle pouvait faire en décor, ça nous inspirait aussi. Il faut vraiment le voir, cette époque-là, on était une famille. C'est ma famille professionnelle. Wow. Est-ce que tu avais une grosse contrainte technique qui a influencé directement ton chara-design parce que tu as designé beaucoup de personnages? J'avais un nombre de polygones, je crois que c'était 400 polygones. Partant de là, tu faisais gaffe. Et puis il y avait l'anime aussi, mon animateur qui me tapait sur la tête quand je faisais un truc qui n'était pas animable. Quand tu pensais à un perso, il faut vraiment le penser animé. J'avais fait un perso, c'est dommage, il n'était pas dans le jeu, on l'appelait le The War, c'était un espèce de gros gorille. On avait vachement travaillé sur un gameplay où tu te fais poursuivre par un gros monstre. Ah ouais, Un oui, peu, The War. ouais, voilà, un peu à la Crash, etc. Et lui, il a pas passé le cut, et je pense que ça aurait été une bonne addition parce que c'était un truc un petit peu speed comme ça. Ouais. Il devait courir, tu vois, et donc moi je l'avais repassé à l'animateur, tu sais, il m'avait rebougé un petit peu les épaules. Aussi, je faisais souvent des grands pieds. Et il me dit, putain, en anime, c'est super chiant animer des grands pieds. Il me réduisait un petit peu les pieds, donc il fallait que moi je rééquilibre derrière. Et c'était vraiment une cuisine entre nous où on se repassait les trucs, chacun aimait. C'est pour ça que je te dis que les persos, ils appartiennent à tout le monde. J'ai besoin que les gens adhèrent à ce que je fais. Non pas pour être aimé, pas du tout. Si je leur file du matos qu'ils aiment, ils vont s'éclater avec et ils vont, tu vois, ils vont exploiter la créativité de ce truc-là. Si tu leur files un truc qu'ils aiment pas ou qu'ils trouvent pas bien, ils vont juste faire le taf, mais il y aura pas de vie, il y aura pas d'âme. Donc j'essaye d'obtenir l'adhésion, même si elle est pas totale, même si les gens en raffolent pas. Là, en fait, les gens, quand ils récupéraient les persos, ils disaient: «Je suis super content, je l'attends. Moi, je vais m'éclater dans le niveau, je vais faire ça, ça, ça. Voilà, moi, c'est ce que je cherche». Il y avait même, moi, les gameplay programmeurs, ils me disaient: «Mais pourquoi tu me demandes mon avis sur l'art?» Je dis: «Mais parce que ça m'intéresse, quoi». Enfin, tu vois, c'est. Si comme moi vous avez grandi avec Rayman 3, il y a un niveau qui vous a sans doute traumatisé. Un niveau qui a traumatisé des générations d'enfants. Il s'agit du désert des Knarren. Bon, pour ceux qui connaissent pas le désert des Knarren, c'est un niveau dans lequel on affronte des créatures invincibles. C'est-à-dire qu'on peut pas leur donner de coups, on peut pas se défendre contre elles, puis en plus ils sont terrifiants, ils sont pas beaux, et ils disent des trucs atroces. Avec le recul aujourd'hui, à mon grand
grand âge, je trouve ça drôle, mais quand j'étais petite, ça me faisait pas rire du tout. Les dialogues, ils étaient vraiment flippants, quoi. Arrachez les ongles, sucez les yeux. Cerveau frais. Épluchez vivant. Déroulez ses intestins. Le tuer lentement. Le retourner comme un gant. La mienne est plus grosse que la tienne. Peut-être, mais la mienne est bien plus longue. Regarde, je peux même la toucher avec mon nez. Vous allez arrêter avec vos capuches. C'est toi qui as designé le niveau des Knarren. J'ai fait pas mal de Knarren, dont le boss. Moi qui est difficile quand t'es enfant. Moi j'ai fait peur. Mais j'ai arrêté de jouer quand j'arrivais au moment des Knarren. J'ai arrêté de jouer, je recommençais la partie. Et moi, Du coup, je connais vraiment le début tout par cœur. Bah, Parce que j'avais trop peur. Et un jour, quand je suis devenue préado, voilà, j'ai un peu grandi, j'ai passé le désert des Knarren. Après, j'ai fini le jeu et c'est là où je suis devenue plus grande, quoi. mais c'est marrant parce que ça n'a jamais été fait Ça m'a marqué pour ça. pour faire peur. On était avant tout parti d'une envie et de gameplay. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'était la période où il y avait MGS. Et en fait, on aimait bien les mécaniques de stealth comme ça, Fallait se etc. cacher. Et voilà. Et du coup, il y avait un truc un peu rigolo à faire en disant non, mais en fait, c'est des ennemis, mais eux là, tu peux pas les taper. Ils vont t'éclater. Tu peux pas les taper. Et donc, tout va se jouer sur du stealth. Et donc, tout ça entraîne, du coup, c'est des gros balaises et du coup, Ouais. ils font un peu peur. Et du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas comme univers? On a une belle forêt, machin, on a un truc. Quel est encore un Pas sans univers compétence, qui va en mettre? Bah là, ça va être plutôt de la caverne, du machin, de l'ombre. On va mettre des bruits, et des cris qui font peur. Il y a un gros travail de sound design, auquel, en termes de game design, on n'a pas participé. C'est vraiment les sound designers qui se sont éclatés. Ah, moi j'étais hyper sensible à ça. À balancer, Terrifiée. balancer les trucs. Et nous, on voyait pas, en tout cas en LD et GD, on voyait vraiment que le côté game design, le gros boss du coup, Le seul qu'on peut taper d'ailleurs. le seul qu'on peut taper. Bah oui, parce que des fois, en fait, tu vois, comme je te dis, des fois, en fait, tu t'es pas consistant, quoi. Tu fais tout un truc et puis tu fais, bah pourquoi, en fait, les petits gardes là, tu peux pas les taper, mais l'espèce de gros mec qui fait 3 étages, tu peux. Bah ouais. En termes de game design, c'était des murs. L'idée, ce sont des murs. C'est des murs qui avancent. Si tu touches, Ok, t'as perdu. d'accord. Alors pareil, comme on peut pas tuer, c'était ils te mettent dans la prison. Qu'il fallait que tu remontes et que tu retrouves le truc. Les Knarren, Mon c'est trauma marrant. d'enfance. Alors voilà, j'ai vu plein de discussions où les gens étaient traumatisés. Finalement, on a réussi le truc parce qu'en fait, tu sais, on faisait des focus, donc des playtests. Les jeunes et les ados qui venaient avec 15 ans, ouais, c'est bien ça, mais c'est pour mon petit frère ce jeu-là. Et donc, on voulait avoir un petit niveau quand même où les gens ont un peu peur et tout ça. Donc, on avait fait ce Knarren. Bon, on avait fait quand même le Rock Knarren qui était un peu. Oui, un peu ridicule. Un petit truc. C'était un petit peu voulu, mais on est peut-être allé trop loin parce qu'on a terrorisé visiblement. On s'est dit, oui, là, il y a un côté qui est sombre. Moi, c'est quelque chose que j'ai défendu, peut-être parce que ça correspond à mes goûts, notamment au niveau des Knarren. Je me disais, c'était vraiment bien d'avoir un passage très sombre. Moi, je me souviens de moi enfant, des histoires qui m'avaient énormément marqué. De passer par un côté sombre et de finir par quelque chose, me semble-t-il, de lumineux, quand on Ouais. découvre que le chef des Knarren, c'est un enfant roi, que après Rayman gagne un super pouvoir. C'est quand même intéressant de proposer à un jeune public, c'est le respecter, enfin en tout cas moi je le voyais vraiment comme ça, de lui dire tu vas passer dans quelque chose d'un peu inquiétant, tu seras j'espère angoissé comme moi je l'ai été quand j'ai vu des fictions qui m'ont tellement marqué quand j'étais enfant. Ouais. Et ça, toute l'équipe, enfin on était tous d'accord, enfin voilà quoi, c'est... Du coup, ça m'a marqué de fou, quoi. C'est vrai que c'est marquant ce genre de passage et je pense que c'est important aussi d'avoir des moments un peu inquiétants, angoissants dans une histoire. Moi, ce que je peux dire, c'est déjà, je pense que dans l'équipe, ça nous touche beaucoup d'entendre des choses comme ça. En fait, comme ça correspond à des émotions que j'ai eues moi-même, enfant, en regardant soit des dessins animés, soit en lisant un peu moins, mais enfin, j'étais quand même peut-être trop jeune, etc. et tout, d'avoir des moments comme ça qui m'ont énormément marqué, puis d'avoir finalement voulu refaire un peu, recréer un peu ce genre de moment, c'est forcément, c'est cool, c'est super. Tout ce qui est le sujet des monstres, le sujet de la Ouais. peur noire, etc. et tout, ça fait partie du monde de l'enfance. Je sais que moi, régulièrement, j'avais comme boussole respecter les enfants. Enfin, je sais pas, c'est Ah c'est ouais, absurde, d'accord. mais ou en tout cas, peut-être égoïstement, respecter l'enfant que j'étais. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, c'est hyper important. Tu prends toutes les décisions que tu veux. Alors après, c'est avec tes collègues, etc. Mais à la limite, je me sentais presque plus moralement plus engagé par rapport au public. C'est pareil pour l'équipe. Je veux dire, ça, je sais que, par exemple, avec Stéphane, c'était souvent des discussions qu'on avait. Il est hyper sensible à ça. Donc, on était tous comme ça. C'est pas juste. Mais en tout cas, on avait cette boussole-là de dire, pense au public. Pas pour faire quelque chose de complaisant, mais de Ouais. dire, tu respectes et voilà. Derrière chaque niveau du jeu de Rayman 3, il y a quelqu'un qui décide que le joueur il va tourner là, qu'il peut sauter là, qu'il va ressentir ça. Et c'était le job de Benjamin. J'ai trouvé ça fascinant qu'il me parle de game design et de level design, donc je vous laisse écouter ça. Mais on a gardé du Rayman 1 dans l'ADN en fait de Rayman sur la façon d'aborder le rythme dans le jeu. Le truc de Rayman, c'est qu'il fallait qu'il y ait du rythme dans tout ce que tu faisais, dans les actions, dans le combat, dans les séquences de plateforme, etc. Même si tu n'étais pas toujours poussé vers l'avant, il fallait essayer de toujours garder ce qui avait été identifié dans
Rayman 1 qui avait fait le succès d'une sorte de musicalité en fait Oui, dans tout la à fait. manière de jouer et qui étaient les premières théories de game design qui commençaient à être posées. Beaucoup de théories du game design ont commencé à être posées sur des platformers, notamment Crash Bandicoot, des choses comme ça, où on commençait à avoir ce qu'on a appelé plus tard le rational level design, le rational game design, c'est-à-dire comment est-ce que de manière rationnelle tu vas plugger chaque mécanique nouvelle, comment tu vas l'apprendre, comment tu vas l'appliquer et comment tes niveaux vont les mettre en valeur et comment tes niveaux, au fur et à mesure de la difficulté qui augmente, comment tu vas mixer tes éléments pour créer ce truc-là. Et c'était le moment où ces théories commençaient à être mises à l'écrit en fait. Je reviens sur ta collaboration avec les graphistes, c'est Céline qui était à la lead. Elle était DA, ouais. Est-ce que c'est le level designer qui pose des contraintes aux artistes ou est-ce que c'est l'inverse? C'est les deux, c'est-à-dire qu'il y a des contraintes où de toute façon tu es obligé de les respecter. Il y a des métriques. Ton personnage il va à telle vitesse, il saute à telle distance. Donc que tu le veuilles, c'est un moment, tu vas dire ouais non mais c'est plus joli là, mais enfin s'il peut pas l'atteindre, voilà. Tu as des métriques qu'on se doit un petit peu tous de respecter. Tu as des contraintes techniques aussi. C'est-à-dire que moi je me rappelle la première map que j'avais fait, petite dédicace à Céline du coup, on n'avait pas vraiment posé encore plein de règles et tout parce qu'on explorait. Je fais une map dans le marais, mais elle était 5 fois trop longue. C'est-à-dire que c'était insensé, quoi. C'est-à-dire que j'ai dit: «Oui, non, mais en fait, c'est super» et alors là, il y a des troncs et des trucs et après tu arrives et puis il se passe des trucs, puis là, tu fais ta map qui est gigantesque et elle voit la map, elle fait: «Non, mais tu as craqué». C'est-à-dire que 1 on va mettre, 8 ans à l'habiller, de 2 ça n'entrera pas dans la machine. Il y a des contraintes techniques, des contraintes de production. Tu peux pas, inventer des gameplays à chaque truc qui vont te demander de créer des ingrédients ultra spécifiques. Il faut aussi à chaque fois de rationaliser, tu as une plateforme qui bouge, tu peux l'utiliser partout dans le jeu. Là, tu dis: «Alors dans cette scène spécialement, il va se passer tel truc, avec tel machin et tout». Tu peux le faire, mais ça veut dire que tout de suite, tu es dans un truc exotique. Donc ça veut dire que tout de suite, ça demande un travail spécifique. Donc est-ce que tu peux te le permettre ou pas? Est-ce que ça vaut le coup pour une seule scène? Une bonne mécanique, un bon design, un bon ingrédient, je dois pouvoir le réutiliser, le détourner, le combiner, etc. Tu vas voir, je pense qu'on en voit dans ces anciens jeux-là et dans Rayman Origins, de temps en temps, tu passes par un petit couloir, quoi. Un tout petit couloir comme ça, et tu putain, il sert pas à grand-chose. Il est habillé, il est joli et tout, mais en fait, c'est simplement parce que tu as besoin de déloader ce qu'il y a derrière et de loader le truc de devant, en fait, et que tu peux pas tout afficher. Donc tu es obligé de faire un truc parce que tu peux pas tout afficher. Sinon, des mécaniques, étonnamment, une mécanique centrale au jeu qui arrivait très tard, c'est littéralement les pouvoirs, en fait. Je me demandais d'où sort l'idée des lessives laser. La lessive laser qui transforme vos vêtements en tenue de combat. Tenue de combat? Ça, c'est pas moi, hein. Ça, c'est marrant parce que j'aurais dit, c'est boîtes de couleurs. Mick ou Stéphane, mais c'est peut-être Michael Jeannot, ça Ah, ça serait doit pas être ça, ouais. étonnant. Ah, c'est arrivé tard. C'est arrivé assez tard. Au début, on avait toujours ce combat avec les points où on a eu très tôt les points circulaires, les trucs comme Ça, ça c'est pour se incroyable, dire, bon, le combat, comment est-ce qu'on fait un combat un peu cool? Parce qu'on Ouais. voulait ce mélange entre combat et plateforme. On était probablement un tout petit peu moins platformer et un petit peu plus baston. Et donc, on se disait, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Un an et demi peut-être avant la sortie, on avait déjà jeté des trucs. Enfin, on n'a pas eu de reboot pendant le jeu, mais pas loin, et ça arrive assez souvent. À un moment, on s'est aperçu que le jeu, il était un Frankenstein qui marchait pas très bien. Il fallait qu'on consolide un petit peu tout ça. On a viré des trucs, on parlait de trucs un peu épiques, machin. Oui, mais c'est pas Zelda, quoi. On va pas se balader dans la pampa en des plombes parce que c'est pas le jeu. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est pas le jeu. Donc on s'était recentré à mort là-dessus. Et donc les pouvoirs étaient arrivés assez tard, comme qu'est-ce qu'on peut faire qui va. Un twist. Ouais, quel va être le twist qui est. Je crois que c'était Yann Masson qui avait travaillé là-dessus, qui avait commencé à travailler sur un système comme ça. On avait commencé à travailler sur un système de pouvoir avec Michael Jeannot aussi. Ils avaient commencé à faire ça, qui donnait du coup des pouvoirs, mais des pouvoirs temporaires, qui fait qu'en fait on pouvait toujours relancer et jouer avec le truc. Du coup est venue l'idée des costumes derrière. Tout s'est bien enchaîné et derrière ça, on avait développé une logique de scoring. Ça paraît être un classique du jeu, mais ça a super bien marché parce que ça s'enchaînait bien avec le fait qu'on avait un combat rythmé, des pouvoirs temporaires, mais qui te faisaient du coup décupler tes trucs. Et ça poussait en fait, comme on voulait retrouver du rythme, c'était une mécanique qui te pousse en fait à. Ouais, c'est vrai. à- Je me rappelle qu'il y avait un site internet, je crois que c'était la Rayman Zone. On pouvait comparer les scores des scores. joueurs, et ça c'était génial, quoi. C'est le côté très arcade, quoi. Mais c'est vrai que ça donne du rythme de fou. Parce qu'on est là, faut que mon combo, je le garde. Voilà, faut faut se manier. Vous vous rappelez sans doute des passages en surf psychédélique dans le jeu. Sachez que Benjamin est très responsable de ces phases de level et que c'est un peu sa bête noire qui le poursuit encore maintenant. Il en a parlé très récemment en interview directement avec Ubisoft. Et ça m'a poursuivi longtemps, ça m'a poursuivi longtemps. Comment est-ce que tu es arrivé à cette proposition? Est-ce que c'est toi qui l'as amené pour faire la transition entre les levels? Je pense qu'en fait, c'est un mélange de plein de choses. Il y a toujours eu des gameplays exotiques dans Rayman. Des moments où tu avais le missile à pattes, des moments. Ça faisait partie de l'ADN des jeux Rayman de dire il y a des moments où en fait je te fais un gameplay un peu exotique. Et donc on avait plein de petits protos, petites choses et tout. Et donc il y avait notamment ce truc de surf qui était très cool. De fil en aiguille, on s'est dit ah bah si c'était le truc qu'on mettait pour passer de tel monde à tel monde à tel monde, c'était hyper simple quelque part en termes de production. T'as un couloir, t'as le gameplay du surf qui fonctionne, des rails que tu poses alors à la main à l'époque, hein, Ah oui, tu oui. posais à la main, etc. Millimètre près, j'ai envie de dire. Un peu trop au millimètre, c'est pour ça que je m'en veux aujourd'hui. J'ai confondu un peu challenge et plaisir.
dire. Et puis même l'habillage, c'était, mais en termes de DA, qu'est-ce qu'elle a été faire là-dedans? Et en fait, ça collait un truc comme ça, parce que ça collait avec la personnalité des petits êtres, etc. Et donc j'ai travaillé là-dessus sur ces maps-là avec un artiste qui s'appelle Fabrice Solbay. C'est éclaté à faire ce truc-là, quoi. Moi, je me rappelle la première fois qu'il m'a montré ce qu'il avait fait, c'était incroyable. Il y a quelques easter eggs dedans. Je pense à une règle que les gens oublient, enfin ne voient pas forcément ou s'en aperçoivent quand ils ont fini le jeu. Alors que Rayman 3, c'est un platformer, tu ne peux pas mourir en tombant dans le vide. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que tous les platformers, surtout à l'époque, tu avais des plateformes, puis si tu ratais la plateforme, tu tombais, tu mourais, tu recommençais. Dans Rayman 3, c'est pas possible. Il y a toujours un sol, à part dans les niveaux de surf. Il n'y a pas un seul niveau où en fait, Mais oui, à un moment, il y a un trou sans fond. C'est vrai, oui. Je crois qu'il n'y a même pas de truc genre de la lave où tu meurs, tu peux te prendre du dégât, quoi, mais tu peux toujours remonter. Et ça a un impact énorme en fait quand tu fais un platformer sur tu vois, dans Rayman 2 par exemple, ou dans plein d'autres platformers, bah ouais, j'ai fait un truc, puis tu sautes, tu fais un double saut, tu tapes, gna gna gna, tu prends un grappin, puis si tu tombes, bah, t'as perdu. Enfin, comme Ah dans ouais, ouais. plein de platformers, puis tu recommences à ton checkpoint. Là, ça veut dire que si tu faisais une séquence de plateforme pour aller ailleurs, dans ta map, il fallait que tu aies créé le dessous. Parce qu'il fallait que derrière, tu puisses tomber et revenir, et que ce soit pas chiant. Donc il fallait que tu aies du gameplay en haut et en bas. Ça se voit pas dans beaucoup de maps, mais ça a shapé aussi la façon dont on faisait les maps. Tu perds certaines choses, c'est-à-dire tu perds par exemple le côté un peu en abîme de waouh, je suis en haut d'un précipice, si on tombe, c'est un volcan en feu, c'est machin. On perd certaines choses, mais au final, tu as une expérience qui est aussi un peu sympa et puis qui change un peu, quoi. Dans ton expérience globale, tu as un peu moins ce côté où des fois tu dis ah bah je suis tombé 50 fois, le temps de passer. Ça devient juste un truc très skill-based. Cette simple règle, cette simple décision a énormément shapé le level design de Rayman 3 par rapport à Rayman 2 et par rapport à. Ce qui ressort de toutes ces conversations que j'ai eues, c'est une image d'une équipe jeune, insouciante et à fond, quoi. J'ai connu cette époque où tu pouvais, sur un jeu vidéo, être au four et au moulin, quoi. Mais ça devait être un peu stressant, non? Ça va? Ouais, mais non, mais c'était vachement bien, parce qu'il y avait de l'insouciance, quoi. C'est de se dire: «Ah ouais, je vais le faire, quoi», puis on l'a fait. Je vais pas prendre studieux, bordélique, en fait, je veux dire enthousiaste. C'est-à-dire qu'on était, tous, hyper enthousiastes et hyper à fond. Mais est-ce que c'était quand même un peu bordélique? Bah oui, parce que tu avais cet enthousiasme débordant de tout le monde. On voulait, tout faire, on voulait trop faire, on voulait pas forcément tous faire la même chose. On apprenait à faire en même temps qu'on faisait, en partie. Encore une fois, c'était pas le premier jeu d'Ubisoft, voilà. Mais malgré tout, il y avait beaucoup de tentatives, de trucs. Ouais, je dirais enthousiaste, quoi, surtout. Surtout enthousiaste, avec ce que ça a d'efficace et ce que ça a de moins efficace. Pour toi, Rayman 3, c'est un jeu d'auteur, entre guillemets, ou un jeu d'équipe? Ah, un jeu d'équipe, ça. Clairement, hein. Mais un jeu d'équipe fait par des auteurs. Ça, c'est Non, mais cool. c'est bête à dire, mais si je prends vraiment l'équipe de base, hein, les 10-15 personnes de base, c'est tous des gens qui ont des convictions, quoi. D'ailleurs, il y avait des débats sur l'écologie, ça alimentait. On discutait énormément de tout ça, et il s'agissait de faire très attention dans le jeu à ce que telle chose soit comme ci, soit comme ça. Parfois, ça donnait lieu à des arbitrages et tout. Donc, c'est un jeu d'équipe, mais d'une équipe où les gens disaient clairement ce qu'ils avaient envie de faire. Quand je parlais tout à l'heure des Knarren, moi je dis tiens, Knarren, je veux absolument qu'on passe par un truc un petit peu angoissant, voilà. Il y avait ce respect aussi de chacun. Évidemment, ça a dû m'arriver plein de fois d'avoir des idées, puis le l'autre me regarde comme ça, puis c'est nul, et puis ça passe à la trappe. Les idées, elles doivent être validées par tout le monde, mais il y avait le respect de la sensibilité de chacun, et chacun, je pense à toutes les personnes qui avaient dans le projet, je pouvais être capable de dire quels étaient en gros ses goûts, je savais si je faisais quelque chose, si ça allait plaire à machin, ou que bidule allait trouver ça peut-être moins bien. Et ça, c'est chouette, quoi. Je veux dire, de savoir. Grave. Je veux dire, moi, quand je travaille avec des gens, j'ai envie de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas, quoi. Enfin, Bon, vous aurez compris que c'était un peu déconnade, mais quand même studieux comme ambiance. Il y avait délire sur délire sur délire, mais en même temps c'était très sérieux. Il y avait quand même du crunch, mais quand je leur parle de crunch à chacun, ils ont pas l'air d'en avoir vraiment souffert, en tout cas sur Rayman 2 et 3. Le truc qui était difficile, que j'avais vécu surtout sur Tonic Trouble, un peu Rayman 2, c'était le crunch, quoi. Comme on découvrait toute cette façon de travailler avec des équipes énormes, parfois du codev, des moteurs 3D qui n'étaient pas complètement optimisés, qui mettaient du temps à se lancer et tout, c'était vraiment très long d'obtenir quelque chose de jouable, d'optimisé, de joli. C'est ultra chronophage, on y passait beaucoup de temps en fait. Et il n'y avait pas vraiment d'autres solutions. On y passait notre vie, quoi. Ah, Ouais. c'était votre vie, quoi, faire Ah le oui, jeu, quoi. ouais. Moi j'y passais beaucoup de soirées et des week-ends, hein. C'est ce qu'on fait plus du tout ça aujourd'hui, hein. Mais je suis pas traumatisée de cette époque-là. Et je pense qu'on essuyait les plâtres. Et pour pouvoir sortir des jeux, il n'y avait pas le choix, quoi. Ouais. Enfin, moi je me rappelle quand on travaillait sur Rayman 2, des fois il fallait 15 minutes pour lancer le moteur, quoi. Ah ouais. Et puis des fois ça crachait, quoi. Voilà, bon, c'est On devient fou, quoi.
C'était hyper long. C'est un sujet sensible à chaque fois, le Ouais. crunch, les heures sup, machin, Tu le ressentais etc. comme ça ou pas? Ou t'étais Non, tranquille? moi je le ressentais pas comme ça, mais et je vais pas dire que oui, non, mais c'est parce qu'on adorait ce qu'on faisait et du coup, voilà. Il y a de ça, mais je pense aussi qu'on avait un rapport peut-être différent avec, notre travail et je pense pas que c'était forcément mieux d'ailleurs, hein. On faisait des gros horaires, mais, moi je l'ai jamais ressenti. Nous, on faisait beaucoup d'heures, on était tous, très jeunes, puis la vie perso et la vie mes amis de l'extérieur étaient en grande partie des collègues, Ouais. en fait. Oui, on faisait du crunch, mais je mettrais pas ça sur le même, la grosse différence entre crunch et pas crunch, c'est, ouais, mais en fait, on t'a demandé de le faire ou pas? On t'a imposé, en fait, tellement de tâches à faire dans si peu de temps que si on te le demande pas, tu te retrouves à être complètement, détruit, et il y en a du crunch dans le jeu vidéo, faut pas Oui. après, c'est des projets et que ce soit dans le jeu vidéo ou ailleurs, dans les projets, tu as toujours des cycles de production et tu as des moments où il y a plus de taf qu'à d'autres. C'est comme ça. Enfin, je me rappelle que quand on n'était pas au bureau ensemble, on allait boire des coups ensemble après. On était beaucoup ensemble. J'ai fait un portrait super idyllique, mais on a eu nos galères, hein, mais on n'avançait pas assez vite, mais c'est aussi parce qu'on était juniors, donc c'était logique. Enfin, tu vois, c'était pas parfois on faisait des conneries. Il y a eu des moments, non, mais on s'appréciait vraiment tellement tous, Pendant mes interviews, il y a un nom qui est revenu plusieurs fois, vous l'avez peut-être déjà identifié, quelqu'un dont chacun parlait avec beaucoup de respect. Il s'agit de Michael Jeannot. Alors voilà, il était game designer sur Rayman 3, il était déjà là sur Rayman 2. Je pense qu'on peut dire que c'était quelqu'un qui avait un réel impact sur la façon dont on a joué à ces jeux et sur la manière dont toute une équipe concevait le jeu aussi. Mickaël, c'était le lead GD. Il y avait pas trop de notion de hiérarchie, en fait, OK. entre nous. Pas qu'avec moi, je veux dire avec les autres, designers. Il y avait pas trop cette notion-là, déjà parce que c'était pas tellement l'esprit de Mickaël. C'était pas ce qu'il animait. Lui, il aimait en plus avoir les mains dedans. Bah, l'impact qu'il avait, il l'avait partout parce que déjà, il y a certaines règles assez fondamentales du jeu qui viennent de lui. Je pense à une règle que les gens oublient, enfin, ne voient pas forcément ou s'en aperçoivent quand ils ont fini le jeu. Voilà, rien que cette règle que Benjamin m'a décrite, comme quoi dans Rayman 3, on ne peut pas tomber dans le vide, c'est chose que j'avais même pas fait attention. Ça, c'est une règle fondamentale qui a complètement modifié la construction des niveaux du jeu. Et c'est une idée qui vient de Michael Jeannot. Après nos interviews avec Stéphane et David, j'ai recontacté Stéphane pour lui demander s'il trouvait que c'était pertinent que j'intègre Michael à ma vidéo. Et si oui, s'il avait ses coordonnées. Et il m'a répondu assez rapidement, quelques heures plus tard. Dans un mail suivant, Stéphane il évoque le fait que pendant notre interview, effectivement, il avait évoqué la disparition de 2 éléments centraux du projet. Donc il s'agit de Michael Jeannot et Olivier Daubin. Olivier, il était lead gameplay programmeur et il était présent dans l'équipe depuis Rayman 2 déjà. Et d'ailleurs, c'est lui que Manuel Hauss avait mentionné dans son post LinkedIn qui est à l'origine de toute cette vidéo. J'avais déjà compris qu'il y avait une personne qui avait disparu à ce moment-là. Donc ouais, sur ce post LinkedIn où tout avait commencé, il disait avec Olivier Daubin qui n'est plus là. Alors ils ont été emportés par la maladie l'un après l'autre, autour de la cinquantaine, ce qui est quand même relativement jeune. Donc là j'ai compris que les rares fois où l'équipe se retrouvait, c'était dans ce genre de moments un peu difficiles. Stéphane, il disait que c'était les meilleurs d'entre nous. On a perdu 2 personnes, ouais, prématurément et on s'est revus à cette occasion et je t'assure que pour moi, c'est ma famille professionnelle, quoi. Mickaël amenait aussi, c'est quelqu'un qui était vraiment habité par le jeu vidéo. C'est quelqu'un qui faisait énormément de choses lui-même, méga touche à tout. Il savait tout faire de toute façon. Il savait faire du design, il savait faire de l'art, il savait coder. C'était vraiment super de l'avoir comme ça à la tête de l'équipe. C'était quelqu'un qui était extrêmement posé, extrêmement calme. Alors nous, on était tous des Il complètement avait besoin de quelqu'un de il y tempéré. avait besoin d'un adulte, en fait. Alors, j'ai beaucoup de souvenirs, d'autant qu'Olivier, j'ai retravaillé avec lui pendant des années. On a travaillé ensemble dans d'autres départements. Et là, c'était votre première rencontre? C'était notre première rencontre. Je crois que j'ai une photo de l'E3 où on allait présenter Rayman 3 et sur la photo, il y avait donc Yann Masson, Olivier Debasse, Céline et moi, je crois. Ah, trop bien. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que j'ai pas trop travaillé avec lui en production. J'ai travaillé avec lui dans d'autres départements parce que lui OK. aussi a évolué différemment. Lui aussi, c'était un touche-à-tout. C'est quelqu'un qui venait d'études qui avaient rien à voir avec le jeu vidéo, hein, qui avait été dans des trucs d'aérospatial avant, qui a été professeur ensuite derrière, qui est parti, qui est revenu, qui était une espèce de puits de culture et d'intelligence absolument considérable, quoi. C'était très dur aussi, lui aussi, quand il est parti. Non, je pense que ce qui a été très marquant déjà, c'est Olivier et Mickaël. On est plus ou moins rentrés en même temps. On a été très proches pendant toutes ces... Même si on faisait d'autres trucs, même si chacun faisait un peu sa comme des carrière à frères, en fait. Ubisoft, faisait sa carrière à Ubisoft d'une certaine manière, on est toujours resté en contact et on est toujours bons potes. Et le fait d'avoir Olivier
sa maladie l'a emporté très vite. C'est-à-dire que moi, j'ai un message au mois de juin. Au mois de juin, on se dit, OK, tu pars en vacances, moi aussi, hop, on se fait une bouffe à ton retour. Et en fait, il n'y a pas eu de retour, quoi. Ça a été extrêmement soudain. Ça a été très dur de tous se retrouver avec une bonne partie de l'équipe Rayman 3 à ses funérailles. Et ce qui a été ensuite encore plus dur, c'est que l'année suivante, Michael, qui faisait partie aussi de ce petit cercle, est parti au même âge d'une maladie pareille qui l'a emporté très violemment, où on s'est retrouvés tous dans le même cimetière, à peu près à la même période, pour la même chose. C'était, ouais, ça a été très spécial comme période, quoi. Michael Janot, il travaillait encore sur Rayman en 2009, sur ce qui aurait dû être Rayman 4. Un projet qui n'a jamais vu le jour. Et dans le livre L'histoire de Rayman par Michael Garnet, qui est sorti en 2013, Michael Janot, il a évoqué ce proto. Et apparemment, dans ce projet, il y aurait un twist qu'il a décidé de ne pas révéler, au cas où ça sortirait un jour. Et je me demande s'il a pas emporté ce secret avec lui, même si, bon, je me dis qu'il devait pas être seul. Peut-être que Michel Ancel travaillait avec lui à ce moment-là, j'en suis pas très certaine. J'ai pas leurs mots à eux. J'ai pas leur visage dans cette vidéo, mais j'ai les mots de ceux qui les ont connus, et je trouve que ça dit quelque chose d'important sur ce qu'ils étaient, et sur ce que cette équipe a construit ensemble. Leurs noms sont dans le générique de Rayman 3. Peut-être que vous les avez jamais lus, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des centaines de noms qu'on va scroller sans s'arrêter, mais derrière chaque nom, il y a une histoire. Aujourd'hui, Céline dirige son studio Wild Chip Studio à Montpellier. Son jeu Adorable Adventure sort le 30 avril 2026. Stéphane, il est chez Dontnod, il fait des jeux qui ont quelque chose à dire. David, il est encore chez Ubisoft, il continue d'écrire des mondes. Benjamin aussi, il est toujours chez Ubisoft. Il est devenu Content Director. Cette jaquette que vous connaissez par cœur, elle a été conçue par des gens qui avaient votre âge, qui étaient passionnés, qui crunchaient, mais qui adoraient ce qu'ils faisaient. Et quelque part dans les crédits du jeu, il y a des noms que vous n'avez jamais lus. Des noms qui mériteraient d'être dits. Murphy disait on se revoit dans Rayman 4. On y croit encore ? J'ai pas reparlé de ça depuis 20 ans, quoi. Ça fait bizarre. Alors, si je bafouille, on fera une deuxième prise. Du montage. J'ai vu que tu travaillais chez Ubisoft depuis déjà 27 ans. T'es littéralement mon âge, donc voilà, je te mets très à l'aise avec ça, je pense. J'ai l'âge de ta carrière, donc. C'est une fan qui nous avait amené, qui nous a fait génial. la pluche. Elle s'appelait Verona, elle était allemande. C'est génial. Elle était amoureuse de ce personnage-là. Elle lui écrivait des lettres d'amour. Et alors...